Si vous avez raté l'émission début, je vous rappelle bien que la FIFA a prolongé de 6 mois le mandat de normalisation du football malien. Dans cette deuxième partie, nous ferons focus sur le football algérien et le football tunisien. Et puis nous parlerons aussi du football féminin. Parmi nos invités, je rappelle qu'il y a Maya Medeb, qui est journaliste. Eh bien, elle nous dira exactement ce qu'elle fait en fin d'émission, avec son joli sourire. Il y a également Karim Baldé qui est avec nous, journaliste guinéen, et puis Sami Mojtabi qui est spécialiste du football africain dans son ensemble, mais avec un petit penchant quand même pour le Maroc. On essaye. On essaye. Jingle internaute, comme d'habitude. Quel est pour vous aujourd'hui le meilleur joueur du continent africain? Vous n'hésitez pas à Facebook Africa 24 et puis l'hashtag avec Africa 24, le dossier du magazine. Et à quelques jours de la prochaine CAN 2019, ce sera au mois de juin et juillet en Égypte. Faisons le point sur le football algérien avec ce récit de Farba Maroun. La sélection algérienne dispute son premier match contre la Bulgarie en 1963, conclu par une victoire 3-1. Lors du mondial de 1982, les Fennecs battent l'Allemagne 2-1 lors de la première journée de la phase de poule, ce qui demeure à ce jour l'un des exploits les plus retentissants d'une sélection africaine en Coupe du Monde. L'Algérie ne compte cependant qu'une CAN remportée chez elle en 1990. Malgré une succession d'effectifs de rêve, l'Algérie connaît une période de crise caractérisée par des changements fréquents de sélectionneurs. Au niveau du championnat, les meilleurs clubs demeurent la jeunesse sportive de Kabylie, qui détient le record dans cette compétition avec 14 titres de champion d'Algérie. Le CS Constantine, tenant du titre, en est à 2 championnats gagnés. Maya, avant de parler du championnat, justement, un petit mot sur cette sélection qui n'a que 10 points, enfin 3 points d'avance dans son groupe pour se qualifier pour la CAN. Et je devance juste le Bénin qui a 7 points. Alors, comment sentez-vous? Est-ce que vous pensez que la Tunisie... La Tunisie est quasiment sûre d'y aller. L'Algérie, pardon. Non, on connaît les talents qui composent cette sélection algérienne. Il y a des très très bons joueurs, dont Riyad Mahrez qui a marqué à Manchester City. Il y a également Sofiane Feghouli qui joue à Galatasaray, Islam Slimani à Fenerbahçe, donc il y a des très bons joueurs. Après, le problème de la sélection algérienne, c'est qu'il n'y a pas énormément eu de résultats ces dernières années. À la décharge des joueurs, c'est vrai qu'il y a eu une succession d'entraîneurs à la tête de la sélection algérienne. Il y a eu 5 entraîneurs qui se sont succédés en 5 ans sur le banc des Fennecs, ce qui n'est pas rien. Je pense que l'arrivée de Djabel Belmadi va insuffler un nouvel élan, une solidarité collective à cette sélection algérienne qui manque un peu de solidarité collective. Et puis je pense que Djabel Belmadi, en étant un ancien international algérien, en connaissant bien la sélection et l'environnement algérien, aura le temps de construire et j'espère pour la sélection algérienne franchir un palier supplémentaire à cette sélection. Est-ce que Sami est d'accord avec Maya? Oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord en tout cas pour ce qui est de Belmadi. Je pense que c'est l'homme de la situation. On l'a vu face à la presse algérienne qui peut s'avérer parfois très difficile. Il a très bien géré ça, il s'est très bien comporté. Je suis d'accord aussi pour le talent de cette équipe algérienne. Je pense qu'ils ont raté le déclic de 2014 où ils auraient dû poursuivre sur cette dynamique avec Ali Lodzic. Voilà, il y a eu des choix fort douteux sur plusieurs coachs. Mais cette histoire de changement d'entraîneur, est-ce que je pense que ça a brisé l'élan, ça a brisé cette dynamique algérienne, mais en termes de joueurs, je ne suis pas forcément d'accord avec ceux que vous citez, parce que bon, que ce soit Mahrez qui est en difficulté à City, ou même... oui, mais il est plus... il doit un turnover, en fait, Mahrez au bout du coup... Il est plus sur le banc que... Mais l'équipe marocaine aimerait avoir un Riyad Mahrez... Sur le banc, non, mais il y a Hakim Ziyech, par exemple, qui lui est titulaire en Ligue des Champions, mais là n'est pas la question, pardon, mais je pense que voilà, ils ont su aussi se renouveler, surtout en défense, où voilà, il y a 2 profils comme Ben Sebaini et Attal qui éclaboussent actuellement la Ligue 1, qui font beaucoup de bien à cette équipe algérienne, et on ne s'en méfie pas. C'est pas forcément une équipe qui est citée parmi les favoris de cette CAN, mais c'est une équipe qui pourrait être un vrai poil à gratter en juin prochain, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à sauver du côté de l'Algérie. Voilà. Le match contre la Gambie pour les qualificatifs
qualificatif de la CAN le 22 mars est décisif pour la sélection algérienne. Oui, mais disons que comme la sélection a 10 points, le Bénin est deuxième avec 7 points et troisième le Togo avec 5 points. Ils sont déjà qualifiés l'Algérie, donc oui, c'est déjà pas mal. Ça va. Pour la première place. Mais après, l'enjeu... Je crois dans la poule 3, lors du tirage au sort. Le chapeau, ouais. Ah oui, après c'est une question de chapeau. Oui, exactement. Donc c'est une question de chapeau. C'est vrai que ça pourrait être déterminant au moment du tirage au sort, mais en tout cas, l'essentiel a quand même été fait auparavant avec cette qualification facile quand on voit ce qui s'est passé lors de la campagne pour le mondial. Il vaut mieux être dans le chapeau 2, je crois, que dans le chapeau 3. Bah, c'est sûr que c'est mieux, mais après, ça. Après, on verra bien. Au tirage, de toute façon. Mais pardon, José, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la défense algérienne. Lors de la dernière CAN, moi je disais que l'Algérie, certes, il y avait tous les joueurs, et vous les avez cités, tous ces joueurs offensifs, prestigieux, mais derrière, ça n'allait pas, c'était très fragile, et à la CAN, ça s'est complètement effondré. Et moi qui ai vu Ben Sebaini il n'y a pas longtemps avec Rennes, ou encore Youssef Attal qui a marqué ce week-end, par exemple, avec Nice contre Strasbourg, effectivement, c'est quand même un niveau un petit peu plus supérieur à des joueurs comme Aïssa Mandi qui étaient des vrais faux cadres. Ok. Nous allons voir le championnat maintenant pour voir le classement, justement. USM Alger est seul en tête avec 45 points, devant JS Kabylie, 40 points, troisième Paradou AC, 39 points. Constantine est quatrième, MC Alger est cinquième, et puis un peu plus bas, Olympique de Médéa, Béjaïa et USM Bel Abbès. Très court là-dessus, si vous voulez intervenir, est-ce que vous pensez que les incidents actuels en Algérie, avec les prochaines élections, vont avoir des incidences justement sur le football algérien? C'est une possibilité. C'est une possibilité. On ne sait pas encore ce qui se passera. Quelle est l'issue de mais si jamais le régime tombe ou que le peuple se fait entendre, oui, c'est une possibilité que le championnat soit ajourné en tout cas. En tout cas, ce qui est intéressant de voir par rapport aux manifestations actuelles en Algérie, c'est qu'il y a des groupes de supporters qui font partie des manifestants. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre pays au monde où on verrait ça, des groupes de supporters se joindre aux manifestations dans un cadre politique. Nous allons partir maintenant chez Maya, c'est en Tunisie. Ding dong. Oui, Farba Marron. L'équipe nationale tunisienne est la première sélection africaine à remporter un match en phase de poule d'une Coupe du Monde. C'était en 1978 face au Mexique sur le score de 3-1. À partir de cette première expérience, la Tunisie connaît une chute de ses résultats. Elle ne parvient pas à se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations de 1980 à 1992. Après une finale perdue en 1996 contre l'Afrique du Sud, il faut attendre la CAN 2004 organisée chez eux pour voir les Aigles de Carthage sur le toit du continent, leur seul et unique sacre à ce jour. Quant au championnat, c'est en 1995 qu'il devient professionnel. Les meilleurs clubs qui se sont distingués dans l'élite sont l'Espérance sportive de Tunis, le Club africain ou encore l'Étoile sportive du Sahel qui totalisent respectivement 28, 13 et 10 championnats à leur actif. Oui, Maya fait vraiment la fière parce que son équipe s'est déjà qualifiée avec l'Égypte pour aller, mais vraiment facilement. Alors, est-ce que vous avez du mal, vous pensez du mal de cette équipe tunisienne? Non, c'est du mal. Non, mais pour provoquer Maya. Maya est sur le plateau. Attention, la Tunisie, c'est une équipe quand même assez homogène. C'est ça aussi la particularité. Alors, on parlait d'Algérie avec la différence entre les stars et une défense moins bonne à une époque. Autant la Tunisie, c'est un groupe qui a toujours été assez homogène et qui va aller à cette CAN avec des intentions, même par rapport à l'édition précédente, elle aura plus d'objectifs ou des objectifs plus élevés, à mon avis, qu'il y a 2 ans lors de la précédente CAN. Et on voit des joueurs comme Wabi Kazri, par exemple, qui sont vraiment, alors peut-être pas sur les 4-5 derniers matchs, mais quand même Wabi Kazri porte à lui seul l'équipe de Saint-Etienne, donc l'équipe de Ligue 1 française. Oui, mais en sélection, il y a toujours des petits soucis quand même, avec Wabi. Peut-être, mais parce que il répond présent en tout cas. Parce que Kazri, faut pas non plus, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est pas non plus un top player africain malgré tout. Si vous voulez. Non, mais après, juste. Non, mais il a quelque chose contre la. Non, pas du tout. Non, au contraire, parce que. C'est quand même un très bon joueur. Oui, mais c'est pas le top, c'est pas le top africain. C'est pas du niveau de Salah, c'est pas du niveau de Mané. On peut pas citer Kazri aujourd'hui. Il est d'ailleurs pas cité dans les listes des ballons d'or africains, par exemple. Voilà, c'est un très bon joueur, mais qu'est-ce qu'il lui manque encore, Maya et. Mais c'est ce qui caractérise cette équipe tunisienne. C'est une équipe, tu l'as dit, très homogène, avec pas vraiment de stars. Le leader technique, c'est le Sakri qui était blessé pour la Coupe du Monde. Yassine Badri aussi qui joue à l'Espérance de Tunis. Oui, mais moi ce que j'aime dans cette équipe, je trouve que c'est une équipe très européenne, très sérieuse, très solide. Ils ont peu de difficultés dans les phases de qualification et ça c'est très rare en Afrique, cette régularité. La Tunisie là, elle se qualifie régulièrement pour les grandes compétitions internationales et continentales. Donc ça oui,
maintenant, il faudrait passer le cap en compétition. Et ça fait un moment, depuis 2004, ça fait que 2004 voilà, qu'il n'y a pas eu de... On espère que l'arrivée d'Alain Giresse va permettre à la sélection tunisienne d'accéder à un nouveau palier. Entre parenthèses, moi j'en ai un peu marre de voir des entraîneurs français venir à la tête des africains et des sélections africaines, parenthèse fermée. Mais c'est vrai qu'Alain Giresse a fixé l'objectif du dernier carré pour la sélection. Parce qu'il nous regarde. Maya, il vous écoute, il nous regarde. Ce n'est pas anodin, mais j'espère qu'il ira loin avec la sélection tunisienne et c'est pas anodin pour moi cet objectif fixé parce que la dernière fois que la sélection tunisienne est arrivée au dernier carré de la CAN, ils l'ont remporté. C'était sous Roger Lemaire et c'était en 2004. Comme quoi ils font du bien quand même aux sélections. Oui, mais je dis juste qu'il y a des talents, il y a des techniciens très talentueux en Afrique et je pense qu'ils auraient pu faire aussi bien que des entraîneurs. Mais après ça, quand tu dis, il y a quand même un problème au niveau de l'encadrement parce que c'est vrai qu'au niveau du staff technique, ça change tout le temps. Là, Alain Giresse vient d'arriver, mais c'est vrai quand on avec Nabil Maloul, etc. Comment expliquer qu'une équipe avec de si bons résultats ait autant de turnover à la tête de son équipe? Pour moi, c'est quelque chose, c'est de l'aberration. Et ce qui se passe à la fédération tunisienne, alors je ne parle pas de la Super Coupe de Tunisie, on va abréger, mais c'est quand même quelque chose d'assez surréaliste. On va abréger pour voir juste le championnat tunisien, le classement du championnat avec le Tunis qui est toujours en tête de l'Espérance de Tunis. Ah oui, oui, Maya m'a rectifié. Bizertin deuxième, troisième c'est Sfaxien. L'Étoile du Sahel est à la 4e place et le club africain est 5e. Et puis Lanterne Rouge, c'est Haman Lif. C'est comme ça vous le prononcez? Hamamlif. 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 Oui. Le football féminin maintenant, justement, vous le savez, après la création de la Ligue du Rwanda, le début du championnat du Bénin, le football féminin a-t-il un avenir justement sur notre continent africain? Regardez ce sujet de Farba Maroun. Développer le football féminin en Afrique, en voilà une tâche qui s'annonce difficile. À l'instar du football masculin, le football féminin africain fait face à la faiblesse, voire à l'absence d'infrastructures et du manque de moyens et de structuration des clubs. Un contexte qui peut s'expliquer par le poids des traditions et l'influence des coutumes, comme le rappelait le président de la CAF, Ahmad, lors du symposium sur le football féminin en Afrique, tenu au Maroc en mars 2018. Alors, quelles solutions mettre en œuvre ? Selon plusieurs spécialistes, il faut d'abord agir à la base avant de s'occuper de la vitrine. La création de centres de formation dans tous les pays d'Afrique permettrait ainsi de se pencher sur les besoins des joueuses avant d'envisager des Coupes d'Afrique des Nations élargies. Maya, les parents sont encore réticents pour envoyer leurs filles sur un terrain de football? Je pense qu'il y a un poids des... Dans certaines régions, pas partout. Je pense qu'il y a encore le poids des traditions et des cultures en Afrique. C'est sûr qu'il va falloir faire un travail de sensibilisation, un travail local dans les différentes régions d'Afrique pour... un peu casser les clichés, c'est-à-dire que le football n'est pas réservé exclusivement aux hommes, il peut permettre à des femmes de s'émanciper, à des filles de bas âge. On connaît les valeurs autour du football, le dépassement de soi, de l'esprit de la gagne, et je pense que le développement du football féminin ne doit pas être vu seulement comme le développement d'une pratique sportive. Je pense que le développement du football féminin a un rôle sociétal. Il y a plusieurs clubs féminins en Afrique qui payent la scolarité des filles. Quand on connaît le décrochage scolaire à partir de 11 ans en Afrique des filles, l'objectif, il y a vraiment un rôle sociétal où les filles vont pouvoir continuer à étudier en pratiquant du foot. Après, c'est pas tous les clubs qui payent la scolarité des filles, mais il faut voir vraiment le football comme un outil d'émancipation de la femme, mais aussi un outil éducatif. Monsieur Karim et monsieur Samy, que pensez-vous? Je ne peux que en Guinée, qu'en est-il? Les garçons, ça marche fort, ils vont sur les stades, mais pas les filles en Guinée. Non, alors il y a une tentative quand même de relance incarnée notamment par Yeo Moriba, donc la mère des frères Pogba, qui est devenue ambassadrice début janvier du football féminin en Guinée. Et l'objectif de cette nomination, c'était de lancer, on ne peut même pas parler de relancer, c'est de lancer le football féminin en Guinée, qui est inexistant à l'heure actuelle. Donc on verra comment cela se passe dans les prochaines semaines et prochains mois, puisque les problèmes de structuration, et le sujet l'a bien rappelé, concernent également le football masculin, et notamment en Guinée. Le problème du foot féminin, et on le voit notamment par exemple en termes de popularité avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui est censée être la grande compétition. La CAN féminine qui a eu lieu récemment au Ghana, il n'y avait personne dans les stades.
Alors après, ça pose un problème, c'est pourquoi on fait des compétitions comme ça dans des grands stades, ce qui est complètement anormal. Normalement, un stade de 2000, 3000 personnes, vu le peu de monde qu'il y avait, suffisait largement. Donc il y a quand même énormément de travail à faire. Ça passe par la scolarité ou le paiement des frais de scolarité. Okay. Et il y a plein d'autres sujets comme ça à mettre sur la table pour espérer un jour voir le football féminin se développer. Vous avez 30 secondes, malheureusement. Mon cher. Non, mais après, je ne veux pas paraître pessimiste, mais c'est vrai que, vous l'avez dit, tu l'as dit, il y a comment dire, c'est vrai qu'il y a un problème culturel, aussi un problème de moyens. Le football masculin est la priorité en Afrique. C'est très compliqué aussi d'allouer des moyens à ce football féminin, et aussi le football féminin africain ne performe pas au niveau international. Et je pense aussi que ça pourrait aider qu'une équipe africaine fasse un vrai parcours, que ce soit aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde. Ça pourrait aussi insuffler une certaine envie chez les jeunes filles. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une synergie entre le football masculin et le football féminin. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que le football féminin peut se développer avec l'appui du football masculin. Exactement. En imaginant, par exemple, à la fin d'un match masculin, qu'il y ait un match féminin qui a lieu au stade. C'est une très très bonne idée. Avant. Ouais. Oui, avant. Très très bonne idée. Maya, franchement, je vous dis, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour la troisième partie, juste après la pause.